Michael Darmon. Bonjour, bienvenue au Grand Rendez-vous. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Bienvenue au Grand Rendez-vous également. Alors, vous détenez le record de la retraite la plus courte dans le monde politique. En janvier 2018, vous avez annoncé que vous quittiez la vie politique après avoir été le chef des sénateurs socialistes au Sénat, puis le directeur de campagne d'Emmanuel Valls aux primaires de la gauche en 2018. 5 mois plus tard, vous annoncez donc vous revenez donc en politique, vous restez sénateur et rejoignez la Macronie depuis octobre 2018. Vous êtes ministre de l'Agriculture, un portefeuille que vous auriez aimé déjà occuper avec François Hollande. Le salon de l'agriculture ferme ses portes aujourd'hui. Vous allez nous annoncer dans quelques minutes effectivement comment les négociations sur les prix agricoles se sont terminées vendredi. Ce sera déterminant pour l'avenir du secteur. Vous êtes aussi un des rares rescapés du dernier quinquennat, un politique formé à l'ancienne, ce monde qu'Emmanuel Macron voulait au fond un peu mettre de côté. Alors vous allez nous dire avec Cécile Cornudet des Échos et Gérard Leclerc de CNews si le monde ancien peut sauver le nouveau alors qu'il faut trouver des réponses concrètes, significatives aux attentes des Français. Comment combler la fracture territoriale entre des métropoles actives, des territoires délaissés? Vous en savez quelque chose, vous êtes un élu local, élu de la Drôme, bientôt 2 ans dans le mandat d'Emmanuel Macron également. Vous allez nous dire comment l'ancien socialiste que vous êtes peut concilier la transformation économique et la justice sociale que beaucoup de Français réclament. Et tout d'abord, on commence par la question brûlante du jour sur l'actualité en Algérie avec Cécile Cornudet. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Oui, c'est une journée importante pour l'Algérie. On saura aujourd'hui si Abdelaziz Bouteflika dépose sa candidature. Et on va voir en France, un peu partout, des manifestations. Jusqu'à présent, le gouvernement est resté bruyamment silencieux, si je puis dire. Mais est-ce qu'on peut faire comme si c'était juste un sujet algérien ? Ah ben bien sûr que non. Bien sûr que non. Et la France suit de très près ce qui se passe en Algérie pour plein de raisons, comme elle le fait pour tous les pays amis au nord et au sud de la Méditerranée. Mais elle suit cela de très près. D'ailleurs, le président de la République a reçu dernièrement l'ambassadeur pour savoir ce qu'il en était. Mais la France veut réaffirmer, et le ministre Le Drian le dirait mieux que moi, la France veut réaffirmer la souveraineté du peuple algérien. Que l'Algérie doit choisir et saisir son destin. Donc nous n'avons pas là à commenter ce qui est en train de se passer. Vous comprenez les manifestants ? Je vois les manifestations énormes qu'il y a dans les rues d'Alger. Je vois ce qui se passe à Paris. Mais un membre du gouvernement n'a pas à commenter et de dire ceci est bien, ceci est mal. Pour le Venezuela, vous avez plutôt soutenu les manifestations ? Non, pour le Venezuela, nous avons soutenu le candidat qui avait été élu et qui n'était pas reconnu par M. Maduro. C'est pas la même chose. Là, nous sommes avant les élections. Sans commenter, comme vous l'avez dit dès le début, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe pour vous en Algérie ? Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Oui, je veux dire, selon votre point de vue, selon vous, à quoi assiste-t-on ? À un printemps algérien ? Mais ça ressemble à ce qui s'est passé dans d'autres pays du territoire, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Égypte. Mais nous verrons bien ce qu'il se passe. Moi, je ne veux pas faire des commentaires. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je ne suis pas un commentateur. Commentateur, c'est vous, c'est votre métier. Moi, je suis un acteur politique. Et un acteur politique, ça essaie de faire des analyses et d'affirmer des choses. Ce que je vous ai affirmé, elle est très claire. 1, le président de la République et le gouvernement suivent de très près ce qui se passe en Algérie, parce que c'est important, y compris pour la stabilité de la zone. Avec inquiétude, avec espoir, avec intérêt précision et sérénité. Mais deuxièmement... Il faut inciter Bouteflika non, on n'a pas incité. Deuxièmement, c'est au peuple algérien de prendre en main son avenir et de choisir. Le président Bouteflika va prendre une décision, je crois, aujourd'hui, s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. En fonction de cela, il y aura des élections et le peuple algérien choisira. Pourquoi c'est important, y compris pour l'agriculture ? Parce que nous avons des relations économiques et commerciales en agriculture très importantes, notamment au niveau des céréales, des centaines de millions d'exports. Tout cela, nous avons besoin de toute façon que cette zone soit pacifiée, que cette zone soit calme et apaisée, et que l'Algérie retrouve son chemin. Vous avez fourni effectivement habilement la transition. C'est important pour l'agriculture, pour les échanges agroalimentaires. Le salon de l'agriculture vient de se dérouler toute cette semaine. Il vient de se faire. Mais il y avait également à côté cela, en marge et même avec, des négociations très importantes dans le cadre de la loi alimentation pour fixer le prix, le prix nouveau donc pour les agriculteurs. Les filières ont discuté. Qu'est-ce qui est sorti de ces négociations? Personne n'en sait rien encore. Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer aujourd'hui au Grand Rendez-vous? Oui, mais permettez-moi de dire d'abord, Michael Darmon, que ce salon d'agriculture restera une bonne cuvée de salon d'agriculture. Beaucoup de monde dans les allées. Un salon qui était dans l'optimisme et dans la projection.
Un salon qui a montré que notre agriculture, elle innove. Notre agriculture va de l'avant, elle recrute, elle forme et elle répond à la demande sociétale. C'est ça qui est important. Et cette agriculture-là, les 700 000, 800 000, je ne sais pas, visiteurs qui sont venus de la région Île-de-France comme de la France entière, ont pu voir que cette agriculture est en train de muter, est en train de prendre le virage de l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, il faut, suite aux États généraux de l'alimentation qui avaient été organisés par le président de la République avec l'ensemble des responsables, il faut arriver qu'il y ait un meilleur revenu aux agriculteurs. Alors, il n'est plus possible, je vais vous répondre précisément, mais je préfère le dire pour vos auditeurs et vos téléspectateurs et vos lecteurs. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'un agriculteur vende ses produits à perte. C'est la seule filière économique où c'est le cas. C'est inacceptable. Ils sont étranglés. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Tous les 2 jours ou toutes les semaines, il y a un agriculteur qui se suicide. Ça, c'est le principe posé par la loi de la bonne pratique. Mais justement, et c'est la raison pour laquelle, pour faire face à cela, nous avons mis une loi, le Parlement a voté une loi, les décrets d'application sortent et les ordonnances d'application sont sorties début février, qui disent quoi ? Qui demandent aux grandes surfaces, aux industries agroalimentaires, aux PME, aux ETI, de ne pas payer des productions agricoles moins chères que cela revient à l'agriculteur. Je vais vous prendre un exemple. Jusqu'à maintenant, le prix du litre de lait, en gros acheté à l'éleveur laitier, était acheté à 30-32 centimes. On sait que dans le coût d'objectif, le coût de production, un litre de lait produit revient à 39 centimes. Et on le trouve à 1 euro, 1,10 €, 1,15 € dans les grandes surfaces. Ce n'est plus possible. Oui, sachant également que des petits producteurs indépendants demandent à 45 centimes pour avoir un vrai revenu. Donc, non, je peux pas régler. Mais vous devez nous donner le résultat des filières de négociation. Michael Darmon, je ne peux pas vous laisser dire ça, si vous me le permettez, parce que c'est erroné. Il a été demandé de faire des coûts d'objectif, et le coût d'objectif accepté par la profession pour le lait, c'est en gros 39 centimes. Il y en a qui le payent beaucoup plus dans le bio, les circuits courts, les ventes directes. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ont donné ces négociations commerciales ? Elles ont donné qu'il y a eu une marge qui a été franchie, mais nous ne sommes pas montés à l'étage. Donc, ça ne suffit pas, le compte n'y est pas encore. Aujourd'hui... Vous êtes déçus ? Aujourd'hui, les GMS ont globalement regardé ce qu'il en était, ont augmenté. Les grandes et moyennes surfaces, ce qu'on appelle les grandes surfaces, ont augmenté un certain nombre d'achats, notamment dans le lait. C'est vrai que ça a monté. Dans la viande, dans les céréales, le compte n'y est pas encore, même si nous avons franchi une étape. Et il faut que ce soit dans la durée, et il faut aller plus loin. Parce que les négociations commerciales ne représentent que la masse des marques que l'on connaît bien. Mais par contre, il va y avoir dans les mois qui viennent ce qu'on appelle les MDD, les marques distributeurs, les marques repères pour les uns, les marques pour... Et c'est là-dessus, 40% du volume, que les agriculteurs doivent être... On va y revenir. Gérard Leclerc. Il semble qu'il y ait des filières où les négociations soient difficiles. Il y a par exemple la viande bovine, où il y a toute une série de problèmes, notamment de traçabilité. Il y a eu cette affaire de la viande rouge, cette affaire notamment de la viande de cheval polonaise. On en est où ? Alors, c'est pas de la viande de cheval polonaise, c'était de la viande de bœuf polonaise qui est entrée frauduleusement en France. Et je veux saluer les services vétérinaires français, les services de contrôle, qui en moins de 3 jours ont réussi à récupérer toute cette viande. C'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé qu'en Europe soit mise en place une force sanitaire de contrôle afin de faire en sorte que ces choses-là ne puissent plus arriver. Donc la sécurité alimentaire aujourd'hui en France, elle est assurée. Le monde entier nous envie notre sécurité alimentaire. Par contre, la question que vous posez est exacte. La viande de bœuf, aujourd'hui, n'a pas été payée au prix où elle aurait dû l'être. Pour certains, ça a augmenté. Certaines grandes marques de distribution sont allées, d'autres un peu moins. Il va falloir franchir une marche supplémentaire. Là, c'est pareil. Les éleveurs sont des gens formidables qui travaillent 7 jours sur 7, qui aiment leurs animaux, qui s'occupent du bien-être animal comme personne d'autre. Mais en même temps, ils doivent vivre de leur... Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. On ne sait pas où... Ah non, mais les accords sont finis. Le 1er mars, les négociations commerciales ont eu lieu et toutes les négociations commerciales sont terminées. Mais ça reste assez flou parce que vous dites simplement on a franchi une marche, on n'a pas atteint l'escalier, mais vous pouvez nous dire quelque chose de concret ? Je peux vous dire quelque chose de concret. Par exemple, sur la viande de bœuf, le coût d'objectif à atteindre pour les éleveurs, reconnu par l'ensemble de la filière, y compris les industriels, c'est 4,90 €. Aujourd'hui, le kilo de bœuf acheté globalement aux agriculteurs, c'est 3,50 €. Ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc
Ça s'appelle une négociation commerciale. Oui, ça s'appelle la liberté économique. Nous incitons, nous regardons, nous prenons j'ai rencontré tous les chefs, tous les patrons de la grande distribution. Nous avons franchi une étape. Nous avons pris des ordonnances. Là, la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes est en train de faire des enquêtes dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins. Les groupes majoritaires de l'Assemblée nationale viennent de démarrer une commission d'enquête sur les pratiques de la grande distribution pour payer justement les agriculteurs. C'est cela qui va se mettre en place. Sur les produits distributeurs que vous évoquiez, c'est quoi vos armes pour peser dans ce bras de fer sur les prix? Les armes, c'est la transparence. Les armes, c'est expliquer au public, aux consommateurs comme aux producteurs ce qu'il en est. Les armes, c'est la conviction. C'est quoi votre objectif sur les produits distributeurs ? Vous qui êtes dans le plus important journal économique, c'est la libre concurrence. On n'a pas le droit d'imposer à quiconque un achat. Mais tous ces gens-là, la grande distribution, comme les industries agroalimentaires, comme les éleveurs, comme la production agricole, ont décidé d'un objectif de prix à atteindre. Il faut l'atteindre en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, j'en sais rien, mais à l'atteindre. Nous sommes à l'année N, au commencement de ces discussions. Et moi, je veux absolument rentrer dans le 2e round qui concerne les marques distributeurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes surfaces. J'ai lu ce matin dans le journal du dimanche l'interview de M. Bompard, le patron de Carrefour, qui indiquait que Carrefour avançait, que les hypermarchés, les supermarchés, c'était fini, on devait passer à autre chose, et qu'il fallait faire du bio, du local, travailler avec l'agriculteur de sa région. C'est exactement cela. Mais travailler avec l'agriculteur de sa région, ça veut dire qu'il faut que cet agriculteur soit rémunéré. À ce sujet, Gérard Leclerc vous pose aussi une question sur un dossier très sensible, justement, le bio. Voilà, c'est assez surprenant. La France est une puissance agricole. Or, on est très en retard sur le bio. Alors, on sait très bien que c'est un secteur qui se développe, qui est demandé par les consommateurs. On continue à importer du bio d'Allemagne parce qu'on n'en produit pas suffisamment en France. Et il y a eu des aides qui sont prévues pour le bio et il y a du retard dans ces aides. Alors déjà sur cette question, qu'est-ce qui se passe sur les aides au bio et plus généralement, comment vous allez faire pour qu'enfin la France rattrape son retard sur le bio? Alors sur les aides au bio, je veux simplement rappeler, il reste 60 millions d'euros à payer sur les 4 milliards qui ont déjà été payés. C'est ça la différence. Nous avons versé 4 milliards d'aides, il en reste 60 millions. Mais c'est important pour ceux qui attendent. Ceux qui n'ont pas touché, qui sont concernés par les 60 millions, sont très mécontents. Ça concerne les années 2016 et 2017. Il y a eu un bug, il y a eu une défaillance de l'État et de l'agence de paiement. Je n'ai pas peur d'appeler un chat. L'engagement qui a été pris, c'est qu'avant l'été, au printemps, toutes les soldes, il ne s'agit que de soldes, seront payés. C'est-à-dire avril-mai, tout sera payé. Donc vous dites ce matin au rendez-vous, ces aides seront versées. Oui, absolument, ça c'est clair. Et pour les aides de l'année 2018, tout reviendra dans l'ordre, elles seront payées en 2019 maintenant, c'est-à-dire avec un an après. Alors au-delà de ça, d'où vient ce retard de la France? Est-ce que c'est pas parce que, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est trop compliqué en France, c'est trop complexe le système d'aide? Il y a, je crois que j'ai entendu parler qu'il y avait 9500 critères, etc. pour obtenir le label bio. 9500 critères. Est-ce que c'est pas un exemple parfait de la complexité de... Non mais c'est beaucoup trop complexe. Le bio, moi qui suis élu du département de la Drôme, j'ai fait de mon département le premier département bio de France. 50% de produits bio dans la restauration scolaire. Je fais pas de la pub, mais c'est une réalité, donc c'est possible. Or, la transition agroécologique que doit prendre l'agriculture française, elle l'a pris peut-être un peu en retard, mais elle y est dedans. Tous les syndicats agricoles, tous ceux qui travaillent dans l'agriculture sont là pour avancer dans l'objectif essentiel qui est la transition agroécologique. Pour ce faire, il faut plus convertir en bio. L'État a mis en place un plan ambition bio, 1,1 milliard d'aides spécifiquement pour les conversions en bio, pour installer des jeunes, pour convertir des agriculteurs. Et avec quel objectif précisément? L'objectif, il est très clair. Rapidement. Nous devons monter en surface agricole utile. Nous devons obtenir 15% de surface agricole utile, c'est-à-dire que sur l'ensemble des surfaces cultivées, 15% doivent être en bio et dans la restauration scolaire, 20% sur toute la France. Aujourd'hui, nous sommes à 6. On continue à parler de ces sujets très importants après la pause. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. La course est lancée sous une pluie d'après-guerre. Les pieds glissent des pédales. Ah là, c'est la chute du coureur est-allemand. Il entraîne le peloton avec lui, mais Machinovski en profite et prend l'avantage. Quel aérodynamisme! Le vélo avance, nous aussi. Découvrez la nouvelle formule Vélo Magazine.
Tout ce qu'il y a à savoir sur le vélo pour 5,50 € et dans Vélo Magazine. Cette année, je deviens vert. Et moi, je me transforme en licorne. Mais non, je rapporte mes cartouches d'encre chez Bureau Vallée. Mon magasin me les rachète et les recycle. Par exemple, la cartouche HP 302 est rachetée 2 €. Un geste bon pour la planète et bon pour moi. Ah, mais tu sais, j'ai toujours adoré recycler. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Voir liste des produits concernés et conditions dans votre magasin et sur bureau-vallée.fr. Elle a eu un seul examinateur. Oui. Pour toutes les épreuves. Oui. Eh ben, ça a bien changé le bac. Ah, mais je parle pas du bac. Je parle du contrôle technique de ma Clio. Ah. Avec Renault, le contrôle technique est simplifié, avec un seul interlocuteur pour le diagnostic préparatoire, la visite et la contre-visite. Contrôle technique à 99 € seulement, véhicule de remplacement inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur Renault.fr. 10h, 11h, Le grand rendez-vous européen. avec les échos et CNews. Cécile Cornudet, Gérard Leclerc, Mickaël Darmon. Et avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui répond à toutes les questions sur les enjeux cruciaux et du monde agricole rural. Et bien entendu, on va y arriver de la politique, mais tout d'abord, Gérard Leclerc, sur le budget de la politique agricole commune. Le budget de la PAC avec des inquiétudes en France sur cette question. Est-ce que la France va obtenir le maintien, au moins le maintien du budget de la PAC, hein, ça, c'est 9 milliards qui reviennent à la France. Il y a un certain nombre de pays qui sont contre, et on entend déjà des voix comme quoi ça pourrait finalement baisser de 3,5%. Alors, on va où ? Les choses sont très claires. Le président de la République a affirmé l'ambition et la position de la France. Il l'a exprimé dans un conseil des chefs d'État et de gouvernement. La France souhaite que la PAC se maintienne au budget actuel. Ça, c'est son souhait, mais est-ce qu'elle va l'obtenir ? C'est-à-dire 9 milliards de retour pour les Français. Attendez. Nous sommes 20 pays européens, dont l'Allemagne, à avoir demandé cela. Donc 20 pays sur 27, ça pèse. Simplement, je vais être très précis, parce qu'on n'est pas là pour endormir les gens. J'ai entendu que des leaders de l'opposition commençaient. C'est évidemment le maintien du budget de la PAC, hors la contribution britannique. Évidemment, c'est pas. Nous n'allons pas rester à 9,7 milliards. Nous n'allons pas faire comme si les Britanniques ne partaient pas. Et aujourd'hui, quelqu'un qui raconterait ça est un bonimenteur ou un politicien. Le budget de la PAC baissera à due concurrence du retrait. Mais seulement à due concurrence du retrait de la... C'est le débat que nous menons maintenant. Nous sommes en pleine discussion. C'est ce que nous devons faire. En effet, il a été dit par plusieurs d'entre nous, Nathalie Loiseau, le président de la République, le Premier ministre, que ce n'est pas la politique agricole commune qui doit faire les frais du départ du Royaume-Uni, qui est un départ dramatique. Hein. C'est la première fois que l'Europe perd un de ses membres, mais ce n'est pas la politique agricole commune qui doit en faire les frais. Il n'empêche que les agriculteurs recevront moins, puisque c'est à due concurrence de ce que mettait mais tous les agriculteurs d'Europe. Mais tout le monde le sait. Donc le budget agricole va baisser globalement. C'est ce que vous nous dites. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut réorienter la PAC, et c'est la raison pour laquelle nous devons obtenir des ressources, des recettes nouvelles en Europe, et notamment taxer le numérique, taxer les GAFA. La France y est engagée, elle le fera si l'Europe ne bouge pas. Si l'Europe arrivait... Non, mais c'est très important, parce que si l'Europe arrivait à taxer les GAFA, si nous arrivions à faire récupérer une partie des 70 milliards d'euros d'évasion fiscale, nous n'avons pas de problème de budget de la PAC. On a compris aussi que c'est un enjeu pour la campagne des élections européennes. Cette semaine, dans les allées du Salon de l'Agriculture, des responsables politiques, Marine Le Pen entre autres, pointaient l'attitude de la France et la politique de la France dans cette bataille pour préserver la PAC. Mais bien sûr, mais ce sont des pyromanes. Enfin, ce n'est pas sérieux lorsqu'on est responsable politique. On ne peut pas, en visant Bruxelles, en disant on veut faire le plus de voix possible à l'échelle européenne, désespérer les agriculteurs, leur raconter des salades. Enfin, ce n'est pas la réalité. Marine Le Pen raconte des salades, c'est une pyromane, et vous êtes les pompiers. Non, pas du tout. Nous essayons de faire vivre cette agriculture. Mais aujourd'hui, dire que la France ne s'occupe pas de la PAC et que si le budget baisse, c'est que nous aurions mal travaillé, c'est une faute. C'est un mensonge, parce qu'on raconte des histoires aux agriculteurs, alors que l'on sait que le budget baissera à due concurrence du départ du Royaume-Uni, mais que nous devons maintenir à 27 ce qu'il y avait à 28. C'est exactement cela. Alors on va revenir au grand débat et à la situation sociale en France. Il y avait eu un peu moins de manifestants gilets jaunes hier, mais ils disent que c'est pour mieux se mobiliser autour du 15 mars, autour de la date du grand débat, pour faire pression sur le gouvernement. Est-ce que vous craignez pas en fait que le mouvement reparte si les mesures qui sortent du grand débat sont déceptives pour les Français ? Mais moi je ne crains pas.
parce que je sais qu'il va sortir de grandes mesures de ce grand débat. Vous savez, ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre-novembre est inédit dans notre pays. Inédit. Personne ne l'avait prévu, et aujourd'hui on essaye d'en sortir. Il y a eu déjà des réponses. Le début des revendications, c'était on paye trop de taxes, et notamment en zone rurale, parce que c'est une colère qui est venue de la ruralité, pas des riches métropoles. Mais ils disent que c'est pas assez. Mais c'est jamais assez. Donc on a supprimé la taxe carbone. Et puis le président de la République a annoncé qu'il rajoutait beaucoup d'argent, 10 milliards, pour nos concitoyens les plus en difficulté. Et d'ailleurs, les Françaises et les Français qui avaient des revenus faibles ont tous touché 100 € de plus. Oui, mais le soutien aux gilets jaunes dans la population n'a pas baissé pour autant. Ont tous touché 100 € de plus par mois. Pourquoi ce soutien est là? C'est ce que vous disiez. Je suis un citoyen. Celui qui touche plus que moi, c'est pas normal, et celui qui touche moins que moi, c'est avec mes impôts qui touche les aides sociales. Donc on sait cela. Il faut arrêter, il faut faire nation, il faut qu'il y ait un vrai récit national. C'est quoi la France? C'est quoi la République? C'est quoi la solidarité? Et moi, dans les Gilets jaunes, je distingue 3 catégories. Il y a les leaders, il y a les casseurs, et il y a les engagés de la première heure. Les leaders sont très divisés et je pense qu'ils sont dans la récupération politicienne. Les casseurs, il faut les exclure. Ce n'est plus possible que l'on saccage nos centres-villes, ce n'est plus possible que l'on mette à mal notre commerce. Par contre, les engagés de la première heure, voire les enragés de la première heure, ceux qui se disent on n'y arrive pas, oui, ils ont peur, ils sont enragés, ils ont au fond d'eux-mêmes un peu de la haine en disant mais qu'est-ce que vous foutez vous là-bas à Paris? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts, est-ce que mes enfants vivront mieux que moi? Alors qu'est-ce qu'on va leur répondre? Eh bien nous allons leur répondre plusieurs choses. Premièrement, il y a déjà 10 milliards qui ont été mis sur la table. Et ça a quand même beaucoup compté. Deuxièmement, il faudra sortir de ce grand débat par le haut. Ils demandent plusieurs choses, ces gens-là. Moi, je m'adresse beaucoup au peuple de France, à ceux que j'ai vus dans le débat dans ma ville de Bourg-de-Péage avec le président de la République ou ailleurs. Les gilets jaunes, ceux qui sont les sans grades, ceux qui n'ont pas de porte-voix, ceux qui ne passent pas à la télé, pas les showman, mais ceux qui sont sur le terrain. Et à cela, il faut leur répondre plusieurs choses. Un, il faut que vous soyez plus écoutés, plus entendus. Parce que ils ont le sentiment d'avoir été trop délaissés, notamment en ruralité. Très bien. Alors, mais vous les avez écoutés. Quelle réponse? Ils veulent de l'argent. Le pouvoir d'achat, on y a déjà répondu. Et il faudra... Vous avez déjà répondu, c'est réglé. Clos, ça. Donc pour vous, c'est réglé. Il n'y aura pas d'autres mesures pouvoir d'achat? Mais je vais vous répondre tranquillement, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est 10 milliards. Le président de la République n'aurait pas fait ces 10 milliards. Vous auriez dit, il ne les a pas entendus. Il a mis 10 milliards, vous dites ce n'est pas assez. Mais il faudra qu'il y ait autre chose. Et moi, ma position, elle est connue, je ne sais pas ce qui sortira. Je pense qu'il faut réellement baisser très fortement les impôts sur les classes moyennes. Et si vous me laissez une minute, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'en 2 quinquennats, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont ciblé les classes moyennes, et ce sont les classes moyennes qui ont été... Mais quel impôt, du coup? Qui ont été les vaches à lait de la République. Qu'est-ce qu'il faut baisser comme impôt? Nicolas Sarkozy baisse l'ISF, ou quasiment le supprime, mais la loi TEPA, le bouclier fiscal. François Hollande augmente les impôts pour vraiment les classes les plus populaires. Mais dans les 2 quinquennats, les 2 parties de la France qui ont payé plus d'impôts, ce sont les classes moyennes. Gérard, mais ça veut dire des mesures... L'impôt sur le revenu. Mais ça veut dire des mesures d'urgence tout de suite annoncées à l'issue du grand débat? Il faudra... Sur la fiscalité, sur les mesures sociales. Mais il ne va pas échapper qu'il faut voter des lois pour que les choses changent en France. Et je pense qu'à la sortie du grand débat, le président de la République devra annoncer des choses institutionnelles, des choses sociales, des choses fiscales. Institutionnelles, parce qu'il faudra que les citoyens puissent être plus au cœur des réformes, puissent amender, puissent être plus écoutés. Enfin, on est dans le grand débat. Ce grand débat, quand même, 1 million de contributions, 6 ou 8 000 réunions. Ça veut dire que les attentes sont très fortes. Il faudra répondre de façon sociale, c'est absolument évident. Baisser la première tranche de l'impôt sur le revenu, sortir... Je suis pour une baisse forte donc sortir d'impôts. On verra la technique. Moyenne de si vous me permettez, Sylvie Cornudet, vous rentrez dans la technique. Moi, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Principe, là. Non, mais je parle du principe. Je pense qu'il faut baisser les impôts. Nous avons les impôts les plus hauts. Mais dites-moi, vous continuez encore à contribuer au concours Lépine de la fiscalité? Je croyais que le Premier ministre avait dit on arrête les idées. Chaque ministre donne chaque jour une idée sur la fiscalité. C'est bien pour ça que je n'ai pas contribué au concours Lépine, que je ne vous ai pas répondu là-dessus. Je dis simplement, je ne vous ai pas dit il faut aller faire ceci ou cela. Je dis simplement, il faudra, dans ce pays, payer moins d'impôts. Je ne vous dis pas ce qu'il faudra faire, et je ne suis pas dans le concours Lépine. Mais dire il faudra que les Françaises et les Français payent moins d'impôts,
C'est la position du chef de l'État. Non, mais écoutez-moi bien. Oui, je vous écoute. C'est la position du chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement. Une autre question émerge également beaucoup de ces contributions, c'est le rapport aux parlementaires, aux élus. Certains disent qu'il faut absolument réduire leur nombre. Est-ce que vous pensez qu'il faut demander aux Français par référendum de réduire le nombre de parlementaires? Non, mais réduire le nombre de parlementaires, c'était dans le programme de tous les candidats, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Nous avions lancé cela à l'été dernier, puis pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire. Je pense qu'il faudra, oui, parce que c'était dans le programme, réduire le nombre de parlementaires. Mais moi, je suis un parlementariste, c'est-à-dire que moi, je veux vous le dire ici, la démocratie représentative, le Parlement, c'est important pour moi. Oui, et pour les gens, ils veulent de la proximité, ils veulent pouvoir facilement aller voir leurs parlementaires. Donc, s'il a une immense circonscription, si on dit, est-ce que c'est la bonne réponse, la diminution du nombre de parlementaires? Il a déjà une immense circonscription. Oui, donc là, vous allez encore l'élu. En théorie, le citoyen doit avoir le contact avec son élu local, son maire, son président d'interco, son conseiller départemental. Et puis le député est là pour faire la loi, mais il faut qu'il puisse revenir dans la circonscription, rendre des comptes. Et les gens, ce qui leur a peut-être manqué ces derniers temps, c'est qu'il n'y avait pas assez, on ne rendait pas assez des comptes. Alors justement, toujours dans cette idée de proximité, de rapprocher les élus de leurs concitoyens, il y a Gérard Larcher, vous-même vous êtes un ancien sénateur, donc ça doit vous intéresser particulièrement. Il y a Gérard Larcher et un certain nombre de sénateurs qui proposent que l'on revienne un peu sur le non-cumul des mandats, et notamment qu'on autorise les maires de villes jusqu'à une certaine taille de garder leur mandat tout en étant sénateur ou député. C'est une bonne idée? C'est une idée, moi je n'y suis pas favorable, on verra bien ce qui sera décidé. Je pense que c'est un retour en arrière qui ne correspond à rien. En tout cas, c'est pas ce que demande la population. La limitation du cumul des mandats permet de faire émerger de nouvelles personnes, de nouveaux élus, de régénérer plus de femmes. Moi, je pense donc c'est non. Vous me posez la question à moi. Je pense que revenir là-dessus, c'est pas la réponse au mouvement des Gilets jaunes. Hein. Alors, on va continuer à aborder justement ces questions politiques et les réponses à apporter de la part du gouvernement après la pause. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1, Carl Zéro. Nathalie Dessay et Stéphane Le Rouge. Ce seront nos tontons flingueurs de demain. Bolívar 1233, Nathalie Dessay. Stéphane Le Rouge, comment ça va? Ça va, mais je pense à faire une compilation de vous, la bande originale de votre vie. Stéphane, la bande originale de nos vies, à vous et moi, mais c'est en grande partie du Michel Legrand. Oui, c'est vrai, mais je vous propose de compiler tout ça chez les tontons flingueurs sur Europe 1. Bon, vous voyez, vous et moi chez Carl Zéro, ce sera déjà une belle bande originale. Oui, puis on est sûr de finir sur une bonne note. 16h, 17h, Carl Zéro et ses tontons flingueurs sur Europe 1. Le 5 mars, c'est carnaval avec le rhum Negrita. Et alors, on cuisine quoi? Des crêpes. Et pourquoi pas des gaufres? Moi, je préfère les beignets. Des œufs, de la farine, du lait, du sucre et le plus important, du rhum Negrita. De génération en génération, Negrita parfume les crêpes, les gaufres et les beignets pour le bonheur de tous les gourmands. Negrita, le rhum arôme. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oui, c'est vrai que pour déclarer un dégât des eaux à ton assureur, Internet, c'est bien. Avec la Mutuelle de Poitiers, tu prends une photo, un petit mot, et zou, envoyé. Mais ce qui est encore plus fort à la Mutuelle de Poitiers, c'est que c'est ton assureur qui se déplace personnellement pour régler ton sinistre. Et il s'occupe de tout, c'est pro. C'est quand même rassurant quand il pense. C'est pas un plateau téléphonique qui ferait ça, hein? Avec la Mutuelle de Poitiers, c'est la proximité assurée. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Gérard Leclerc, Michael Darmon. Et Didier Guillaume avec nous donc, dans ce studio du grand rendez-vous. On continue donc à explorer toute la politique et les thèmes les plus importants du moment. On a l'impression que c'est aujourd'hui que va être ouverte la campagne des élections européennes. Emmanuel Macron non seulement fait une tribune cette semaine donc en Europe, mais surtout ce soir il donne une interview donc à la télévision italienne. Le clivage des progressistes contre les nationalistes, ce sera le thème de campagne? En tout cas, c'est l'enjeu pour que l'Europe ne se délite pas. C'est l'enjeu pour recouturer, ressouder l'Europe. On voit bien aujourd'hui la difficulté qu'il y a. L'Europe est en danger, je veux le dire à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. L'Europe est en danger parce qu'il y a un repli nationaliste dramatique. Elle est en danger parce que les extrêmes sont à la porte de diriger cette Europe et ce n'est plus la même histoire. Elle est vraiment en danger parce que il n'y a pas assez d'harmonisation sociale fiscale à l'intérieur de cette Europe. Alors oui, Emmanuel Macron et nous-mêmes, nous sommes des pro-européens. Moi, j'ai voté oui à tous les traités qui m'ont été proposés. Je n'ai aucun état d'âme. Par contre, c'est la première fois qu'un chef de l'État dit « je suis européen, mais je veux de la souveraineté ».
de la souveraineté européenne par rapport aux autres pays. Nous sommes pour le multilatéralisme face au bilatéralisme ou à l'unilatéralisme de Donald Trump. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. L'Europe ne doit pas être un nain au pied d'argile. L'Europe doit être un géant au pied bien ancré dans le sol pour parler à Xi Jinping, pour parler à Poutine, pour parler à Trump. Et ça, c'est indispensable. Donc cette Europe-là doit être l'Europe des peuples, l'Europe de la solidarité et de la souveraineté environnementale. Que de belles formules, Oui, c'est l'enjeu. C'est pas une formule, ce sont des orientations que j'espère seront menées dans la campagne européenne. En même temps, cette opposition entre les progressistes et les nationalistes, est-ce que c'est pas un peu une facilité pour masquer un certain nombre d'échecs, enfin, en tout cas de résultats décevants de la politique, de ce que demandait Emmanuel Macron? On se souvient du discours de la Sorbonne, etc. Quand on regarde le budget européen, quand on regarde la zone euro, quand on regarde même les GAFA, la France se retrouve toute seule. Ben oui, vous avez raison. Et mais c'est ennuyeux. Votre question, elle est excellente, parce que ça montre bien que ça, faut se méfier. Non, ça montre bien que la France, c'est le phare de l'Europe progressiste. Sauf qu'elle n'obtient pas les résultats. C'est pour cela, c'est justement pour cela qu'il faut se bagarrer. Qu'est-ce que vous voudriez? La démission, l'abandon? Au contraire, c'est justement parce que nous pensons que c'est cela la ligne de fracture entre les progressistes et les conservateurs, entre les nationalistes et les progressistes. Ce que nous voulons, nous, c'est changer, c'est taxer les GAFA. Il n'est absolument pas possible qu'ils le fassent. Très bien, et tant mieux. Et je suis fier que mon pays, la France, taxe Google, Amazon, Facebook et Apple. Si la France se fait toute seule sans la puissance du continent européen, la campagne, à quoi ça sert? Ça servira à avoir des rentrées fiscales pour nous, à payer la sortie du grand débat. Ça sera très important. Mais justement, ce que nous voulons faire, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte d'entraîner en Europe. Et je pense que nous avons déjà des pays qui peuvent être avec nous. Et tous nos anciens, on a plutôt l'impression d'une Europe disloquée aujourd'hui. L'Italie et Salvini, même les Hollandais rentrent de façon un peu cavalière dans le capital de KLM. Et on empêche des fusions pour faire des géants européens. On a l'impression que non, effectivement, l'Europe, c'est plutôt, comme vous dites, un nain politique et économique en ce moment. Exactement. Et nous voulons la transformer. Nous sommes pro-européens. C'est pour ça que les questions de Gérard Leclerc étaient fondamentales. Il faut que nous arrivions à convaincre en Europe, et cette campagne européenne doit être celle-là. Y aura-t-il, oui ou non, une majorité, une coalition progressiste en Europe? Mais concrètement, il faut mettre quand même des choses concrètes sur la table. Qu'est-ce qui va bouger et changer? On vient d'en donner quand même. La souveraineté, l'indépendance alimentaire, l'indépendance économique, l'indépendance sociale, arrêter les dumpings à l'intérieur, une harmonisation, une avancée vers le haut, lutter contre les nationalismes et contre les extrémismes. Je ne vais pas vous faire un programme électoral, mais enfin... Et l'écologie, on a l'impression que le président en parle un peu moins d'écologie. La transition écologique, elle est essentielle. Il en a parlé pendant 1 heure la semaine dernière en ouverture du salon de l'agriculture. C'est la première fois qu'un président de la République intervenait devant, il y avait 500 jeunes de toutes les nations, de tous les pays européens, pour lui dire l'avenir c'est vous, et l'avenir elle sera dans notre indépendance écologique. On a eu l'impression que sur le glyphosate, il est reculé un petit peu. Mais sur le glyphosate, nous sommes champions du monde, Cécile Cornudet. De glyphosate, oui. Nous allons être le premier pays au monde... Non, on en utilise moins que d'autres. Nous allons être le premier pays au monde à sortir du glyphosate. Vous vous rendez compte? Et nous voulons être le leader en Europe pour quitter la dépendance aux produits phytosanitaires. Mais vous vous rendez compte de cela? Alors certains nous disent, ça ne va pas assez vite. Bien sûr que ça ne va pas assez vite. Mais enfin, nous allons être les premiers au monde. Et justement, vous avez évoqué donc ce clivage donc entre progressistes et nationalistes. On a aussi le sentiment qu'on est en train d'évoquer que c'est aussi le vote écologiste, l'approche environnementale qui peut faire aussi une percée aux européennes. On voit aujourd'hui, c'est publié dans le JDD, l'annonce d'un rassemblement, de la création d'un pôle constructif, écologiste, progressiste qui pourrait soutenir la majorité pour contourner l'écologie donc habituelle. C'est piloté par Christophe Madrol, par M. Séjourné, validé par Emmanuel Macron. Vous craignez cette percée écologiste qui pourrait venir concurrencer la République En Marche? Mais nous ne craignons rien. Nous craignons que l'Europe se disloque et que l'Europe soit aux mains des extrémistes. Et ça, ce n'est pas possible. Et nous voulons bâtir une coalition progressiste sur les thèmes que j'évoquais, je ne vais pas les rappeler, pour que l'Europe aille de l'avant face aux dangers du monde. Enfin, regardons quand même ce qui se passe en Europe. L'Italie, l'extrême droite, l'extrême gauche ensemble, la Pologne,
la Hongrie, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais les sondages du Parlement européen ne sont pas si alarmistes que ça sur la vague populiste. Eh bien, tant mieux. Vous forcez peut-être un peu le trait. Eh ben, non, mais tant mieux. J'espère que justement, la conviction d'Emmanuel Macron, de nous toutes et nous tous, pour dire qu'il y a un réel danger, peut-être en train d'éveiller les consciences, et les Françaises et les Français, et les Européens, je l'espère, enverront au Parlement européen une majorité progressiste. Justement, parce que vous aimez ces questions, il a une question, on va voir si vous y répondez. Justement, cette coalition des progressistes que vous appelez de vos voeux, qui pour la diriger ? Est-ce que c'est Agnès Buzyn, comme on le murmure de plus en plus? On évoquait aussi Nathalie Loiseau. Et puis, est-ce que ça doit être une personne ou un groupe de personnes, un trio, un peu comme le font les Républicains? Allez, sans langue de bois. Sans langue de bois, nous avons beaucoup de chance. Contrairement à d'autres partis politiques, c'est que nous avons plusieurs personnalités capables de mener cette... Ça, c'est la langue de bois. Ouais, mais pourquoi c'est la langue de bois? C'est pas moi qui fais la liste, c'est pas la langue de bois, c'est la réalité concrète. Il y a question de Gérard Leclerc. Agnès Buzyn, de Gérard Leclerc, Agnès Buzyn, Nathalie Loiseau, Stéphane Séjourné et d'autres sont des personnes qui sont capables de mener ce combat. On le saura quand? Le moment venu, dans un mois, c'est ce qui est... mais enfin, excusez-moi. Et pourquoi pas le dire tout de suite? Pourquoi pas lancer la campagne? Parce que ce n'est pas encore fait. J'ai regardé un peu sur Internet, parce qu'Internet c'est formidable. Sur Internet, on retrouve toutes les phrases des politiques, donc on nous les ressort, mais on retrouve aussi toutes les phrases des journalistes et toutes les punchlines des journalistes. J'ai regardé ce qui se passait. Il y a deux choses qui ont été les mêmes en 2009 avec Sarkozy et en 2014 avec François Hollande. C'est eux qui dirigent la campagne, c'est eux qui font la liste, c'est eux qui vont faire campagne. Aux frais de la princesse, ils profitent des meetings. Vous l'avez écrit, c'est écrit partout. Deuxièmement, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour désigner leur tête de liste? C'est toujours pareil. Je crois que ça s'appelle, si j'ai bien compris, un marronnier en journalisme. C'est-à-dire qu'on répète toujours les mêmes choses aux mêmes élections. Et vous avez un peu un choix parce que Buzyn, c'est un profil plus social. Loiseau, elle vient de la droite modérée. La République décide, donc on doit savoir aussi qui met en avant. Mais attendez, qui peut croire que Nicolas Sarkozy en 2009, que François Hollande en 2014 ou que Emmanuel Macron en 2019 vont se désintéresser de l'élection européenne, Buzyn, vont se désintéresser. Vous préférez quoi? Mais moi j'appelle un chat un chat. Vont se désintéresser des candidats qui seront sur la liste, en tout cas en tête de liste. Donc, bien sûr que non. C'est Nicolas Sarkozy qui avait désigné, c'est François Hollande qui a désigné. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on parle d'Agnès Buzyn, la campagne, je vous dis ce qu'elle était. La campagne doit être une campagne face aux extrémistes, face aux nationalistes, lutter contre le déchirement et le repli sur soi d'une Europe progressiste, écologiste et sociale, et à ce titre-là, peu importe celle ou celui qui va l'incarner, puisque la campagne, elle sera nationale, nous y serons tous les membres du gouvernement, les parlementaires. Oui, là aussi, c'est un peu la réponse marronnier, peu importe l'incarnation. Mais en réalité, il y a une bataille pour la liste, et c'est important de savoir qui va incarner. Mais ce n'est pas le moment encore. Le mouvement En Marche a décidé qu'il désignerait en gros le 30 mars, si j'ai bien compris, autour du 30 mars, lors d'une grande réunion publique à Paris, la tête de liste et dévoiler la stratégie. Attendons le 30 mars. Ces deux ministres, celles qui sont le plus citées, Agnès Buzyn et Nathalie Loiseau, ça voudrait dire qu'il y aurait un remaniement pour pouvoir les remplacer, donc un remaniement avant les élections européennes. Il est évident que si des membres du gouvernement devaient être candidats, ils quitteraient le gouvernement, donc il ou elle serait remplacée. Donc on est parti sur un grand changement, à votre avis? Je ne crois pas. Si ça concerne une ou deux personnes, ce sera une ou deux personnes qui seront remplacées. Et aussi les candidats aux élections municipales de l'année prochaine. On a un petit peu de temps quand même. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais enfin, les élections municipales ne démarreront pas avant la rentrée de septembre. Donc, si certains d'entre eux ont envie d'être candidats à des élections municipales, on peut très bien attendre septembre. Mais est-ce que ce remaniement, qu'il intervienne très vite ou un petit peu plus tard, est-ce que ça ne peut pas être aussi l'occasion de changer de Premier ministre? Édouard Philippe, beaucoup le considèrent comme étant un peu trop à droite, et on avance par exemple le nom de Le Drian comme Premier ministre. Vous en pensez quoi? Mais moi je travaille avec Édouard Philippe depuis 4 mois maintenant. C'est un Premier ministre qui est respecté, qui a de l'empathie avec ses ministres, qui a de l'empathie avec les Français, je crois. Il n'y a pas le problème du Premier ministre. Vous savez, il y a plein de présidents de la République qui disent on change de Premier ministre ou on n'en change pas. Certains disent je le garde tout un quinquennat, d'autres je change. Peu importe. Mais ce n'est pas le sujet. Les Français se fichent de savoir qui est Premier ministre. Les Français se fichent de savoir... Vous êtes peut-être un peu fort quand même. Les Français ne se fichent pas de savoir qui est Premier ministre. Mais ça les intéresse la politique, les Français. Pourquoi? C'est toujours pareil. Les Français ne s'intéresseraient pas aux questions que l'on peut poser. Les Français s'intéressent à la politique. Mais les Français s'intéressent à la politique, mais que ce soit Édouard Philippe X ou Y, c'est pas ça le sujet. C'est qu'est-ce qui va changer dans leur vie de tous les jours.
C'est ça le sujet. Est-ce qu'à la sortie de ce grand débat, il y aura plus de pouvoir d'achat pour les classes moyennes? Et pour vous, c'est important. Est-ce qu'ils seront plus entendus? Moi, c'est cela qui m'importe. Oui, mais justement, est-ce que ça ne doit pas être incarné par un nouveau Premier ministre? S'il y a une nouvelle politique, disons une inflexion de la politique, est-ce que ce ne serait pas plus logique que ce soit un nouveau Premier ministre qui l'incarne? Nous sommes dans la 5e République, dans le quinquennat. Et depuis l'inversion du calendrier, voulue par Lionel Jospin en 2000, il y a un patron. À bord, c'est le président de la République. C'est le président de la République qui incarne la ligne, qui fixe les orientations. Et le Premier ministre, avec son gouvernement, sont là pour les appliquer. Donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de différence entre le président et son Premier ministre. Il faut simplement aujourd'hui que la politique soit mieux faite, plus proche de nos concitoyens, peut-être par rapport à certains un peu moins technocratiques, un peu plus comprise, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, tracer des perspectives, donner un peu plus de sens. Les parlementaires voudraient qu'elles soient un peu plus à gauche, et notamment si Édouard Philippe reste, que Bercy soit incarné par des personnalités de gauche. Est-ce que ça, c'est important qu'au sein du gouvernement, cet équilibre-là soit plus apparent? Ce rééquilibrage. Je crois, vous savez, que l'équilibre, il y est au sein du gouvernement. Moi, ma modeste place de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai été au Parti Socialiste pendant 40 ans. Je me sens de gauche, progressiste, social-démocrate. Je me sens très bien avec Emmanuel Macron. Je me sens très bien dans la Macronie. Il y en a qui sont issus de la gauche, d'autres issus de la droite. Mais l'objectif, c'est d'avancer. Enfin, on ne peut pas faire comme si, en 2017, il n'y avait pas eu un grand chambardement, que François Fillon avait été battu, que François Hollande n'avait pas pu se représenter, que le candidat des socialistes qui a fait 6% ait quitté le Parti socialiste quelques semaines après. Enfin, ce chamboulement, il faut le prendre en compte, parce qu'il n'est pas fini, ce chamboulement. Et aujourd'hui, nous devons reconstruire une force centrale qui équilibre entre la droite et la gauche sur les orientations progressistes, et c'est là-dessus que nous travaillons. Oui, mais sauf qu'il y a justement une partie de la majorité qui dit clairement, pour l'instant, la ligne n'est pas suffisamment à gauche, pas suffisamment écologique, il faut prendre mieux tout ça en compte. Oui, mais il y a toujours dans les majorités des gens qui doivent dire un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Ce qui compte, c'est le cap. Le cap, il est clair. C'est protéger et libérer. Protéger les Françaises et les Français. Les mesures sont prises sur la pauvreté, sur l'hôpital, sur la santé. Il va y avoir la réforme des retraites. Et j'espère que les retraites en agriculture pourront augmenter. Il manque 485 millions pour arriver à 85% du minimum vieillesse. Il faut y arriver. Alors justement, c'est ça, ces sujets-là. Didier Guillaume, parfait, je vous interromps parce qu'on reviendra sur ces sujets que vous avez donc posés après la pause. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1, bien dans son époque. Programmes originaux, émissions que vous avez manquées. Avec l'appli Europe 1, dévorez nos programmes quand bon vous semble. Vous êtes plutôt branché histoire. Suivez Fabrice Dalméda au cœur de l'histoire. Dans cet épisode, direction l'Italie. Votre dada, c'est les grands récits? Christophe Ondelat vous les raconte. Après 10 jours de mer, il cesse de donner des nouvelles. Votre truc, c'est plutôt la politique? Savourez Passion Constitution avec Olivier Duhamel. Le référendum, c'est un médium brûlant. Tous les goûts sont dans la nature. Tous les goûts sont sur l'appli Europe 1. Elle a eu un seul examinateur. Oui. Pour toutes les épreuves. Oui. Eh ben, ça a bien changé le bac. Ah mais je parle pas du bac, je parle du contrôle technique de ma Clio. Ah. Avec Renault, le contrôle technique est simplifié, avec un seul interlocuteur pour le diagnostic préparatoire, la visite et la contre-visite. Contrôle technique à 99 € seulement, véhicule de remplacement inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien ici pour vous installer jusqu'à 1 000 € d'économie par an? Ah oui, je vous attendais, c'est la deuxième porte à droite. Non, celle d'après. Ah bah oui, la deuxième. Quand EDF vous aide à changer de chauffage, ça change tout. Avec Mon Chauffage Durable, EDF vous accompagne dans l'installation d'une pompe à chaleur et vous permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an par rapport à une chaudière à gaz ou au fioul. Et ça change tout. Appelez le 3004 pour plus d'informations ou rendez-vous sur edf.fr/monchauffagedurable. Service et appel gratuit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La course est lancée sous une pluie d'après-guerre. Les pieds glissent des pédales. Ah là, c'est la chute du coureur est-allemand. Il entraîne le peloton avec lui, mais Machinovski en profite et prend l'avantage. Quel aérodynamisme! Le vélo avance, nous aussi. Découvrez la nouvelle formule Vélo Magazine. Tout ce qu'il y a à savoir sur le vélo pour 5,50 € et dans Vélo Magazine. Oui, c'est vrai, pour assurer ta voiture, Internet, c'est bien. Hein. Avec la Mutuelle de Poitiers, tu peux faire ta demande en ligne. C'est où tu veux, quand tu veux, enfin, c'est simple, quoi. Mais ce qui est encore plus fort à la Mutuelle de Poitiers, c'est que si tu les appelles, c'est pas un plateau téléphonique qui te répond. Non,
c'est un assureur que t'as en ligne. Ton assureur, le tien, c'est lui qui te conseille et qui suit ton dossier. Franchement, j'adore. Avec la Mutuelle de Poitiers, c'est la proximité assurée. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout. 10h, 11h, Le grand rendez-vous européen. avec les échos et CNews. Cécile Cornudet, Gérard Leclerc, Mickaël Darmon. Et Didier Guillaume, donc, que l'on retrouve pour cette dernière partie du grand rendez-vous. On commençait à en parler justement tout à l'heure. Cet acte 2 du quinquennat qui se prépare, tel que l'annonce le président de la République, il doit être marqué par une inflexion justement vers plus de justice sociale, vers plus de justice fiscale, ou faut-il garder ce cap plutôt libéral depuis le début du mandat? Non mais, je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, qui a démarré en octobre, je ne parle pas des casseurs et de tout cela. Là, oui, on a compris, vous parlez des Gilets jaunes, les Français qui se considèrent comme des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on se sent mis de côté. C'est un abysse terrible, un cratère entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre les élites et le peuple, entre Paris et la province, entre les métropoles et nos villages. C'est cela qu'ils nous ont dit au départ. Et nous, dans la zone rurale, pour se déplacer, pour aller bosser, il faut faire 30 km le matin, 30 km l'après-midi en voiture. On nous a dit d'acheter du diesel, on a du diesel. Et maintenant, on nous dit, vous allez être taxé parce que vous ne pouvez pas le faire. C'est cela qui s'est passé. Et nous, l'objectif, le travail d'Emmanuel Macron, c'est la réconciliation. C'est réconcilier les Françaises et les Français entre eux. Mais il dit qu'il a échoué quand il a parlé sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a dit j'ai échoué à réconcilier les Français et leurs élites. C'est tout l'enjeu de la sortie de ce grand débat. Que les Français comprennent, qu'on les écoute. Ça peut être une chance pour la deuxième étape du quinquennat. Une vraie chance. Parce que ce mouvement... Une deuxième chance. Oui, une vraie chance. Parce que ce mouvement est un mouvement qui a fait peut-être plus prendre conscience de cela. Nous pensions que les choses allaient pas si mal que ça. Il y a des zones rurales qui sont riches et des zones rurales qui sont pauvres. Mais il y a aussi des métropoles très riches et puis il y a des quartiers de ville qui sont en grande difficulté. Eh bien, c'est tout cela qu'il faut revisiter. Il faut peut-être plus parler aux élus locaux, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Il faut parler directement aux citoyens et il faut les écouter. Il faut que les citoyens puissent être capables de donner leur avis. C'est pour ça que je pense, ça peut prendre quelle forme, cette république délibérative dont a parlé Emmanuel Macron? Une sorte de débat permanent sur des sujets précis? Comment vous voyez les choses? Le débat est ouvert. Il y aura, je crois, le week-end prochain, des Français tirés au sort dans toutes les régions qui vont pouvoir aller. Moi, je pense plusieurs choses. Un, il faut que les Français puissent amender des lois. Mais la loi, elle est faite par le Parlement et par le parlementaire. Donc des amendements citoyens? Des amendements citoyens dans des grandes lois. Mais par quel biais? Par des consultations, des référendums? Bien sûr, Internet, des consultations. Bon, bref. Moi, je suis favorable à ce que, je ne sais pas si on appelle ça référendum, si on appelle ça consultation, mais qu'à un moment ou l'autre, on donne à nouveau la parole aux Françaises et aux Français pour qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc baisser les seuils des référendums d'initiative populaire? Peut-être, ça c'est technique. Il faudra que le peuple puisse donner son avis, là, je ne sais pas quand, dans les semaines ou les mois qui viennent, pour dire ce qu'il en est, parce que nous allons préparer un projet de loi de finances, le budget de la France pour 2020, en tenant compte de cela, en tenant compte des 10 milliards que Emmanuel Macron a donné aux Français. Il va falloir baisser les dépenses, et je pense qu'il va falloir baisser les taxes encore, et réorganiser. Enfin, donc sur des questions économiques, notamment le référendum, pas que sur des questions institutionnelles. Sur d'autres choses, si la question c'est voulez-vous être riche et en bonne santé ou pauvre et malade, on sait quelle sera la réponse. C'est pas ça, c'est sur des choses très concrètes, très précises. Plusieurs questions, un référendum à questions multiples. Vraisemblablement, mais c'est pas à moi de le faire, c'est au président de la République. Mais à un moment, je pense qu'il sera bien dans la réponse entre ce qui pourra se passer au niveau parlementaire, ce qui pourra se passer par décret ou par ordonnance, ce qui pourra se passer par le peuple. Il faudra consulter tout le monde. D'ailleurs, l'Assemblée nationale et le Sénat vont faire des grands débats dans leur hémicycle d'ici quelques jours, quelques semaines. C'est vrai que la question de Cécile, c'était une fois que ce grand débat sera refermé dans sa forme actuelle, comment prolonger l'intervention que vous évoquez permanente des citoyens dans la vie donc démocratique, dans la vie du pays? Il y aura en permanence de l'amendement des politiques publiques? Mais je pense que les parlementaires devront plus prendre en compte la position de leur population. Vous parliez tout à l'heure de l'éloignement qui est réel, il va falloir s'y rapprocher. Ça ne peut pas être fait sur tous les textes, il y a des textes qui passent très très vite, mais sur les grands enjeux de société, sur les grands enjeux sociaux, de santé peut-être, ou je ne sais trop, sur les institutions, on peut demander à des citoyens de faire remonter des amendements, que ces amendements puissent être arbitrés, délibérés à l'Assemblée nationale.
Par exemple. C'était avant une proposition du Parti socialiste d'ailleurs. Et justement, vous avez été invité au gouvernement notamment pour être un peu une tête chercheuse et faire venir à vous des anciens socialistes. Non, je ne crois pas, non. Si, un petit peu, une fonction un peu DRH, enfin de faire un pont, si vous voulez, entre la Macronie et l'ancien Parti socialiste. Et ça, on est où ? Il y a des gens que vous pourriez faire revenir dans le giron de la Macronie. Vous savez, moi j'ai été très triste de voir, et je ne veux pas en parler longtemps, mais de voir comment il y a eu l'évolution du Parti socialiste. Quand on voit que la dernière présidentielle, le candidat fait 6%, et qu'il quitte le Parti socialiste quelques semaines après, c'est absolument dramatique. Et donc si le Parti socialiste a fait 6%, et si Emmanuel Macron est président de la République, ça veut dire qu'il y a une immense majorité de socialistes qui ont voté pour lui, évidemment. Si on considère qu'il y a une vingtaine de pourcents pour le PS... Il peut encore exister, ce Parti socialiste que vous avez connu ? Je ne sais pas, vous savez, aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe pour trouver des têtes de liste et pour la liste aux européennes, mais je ne veux pas rentrer là-dessus. Moi, ce qui m'importe, c'est que les femmes et les hommes, sociodémocrates, social-démocrates, qui se reconnaissaient dans la longue histoire de Jaurès, de Blum, de Mitterrand, de François Hollande, de Lionel Jospin, soutiennent Emmanuel Macron pour les européennes. Quelle différence ? Au municipal, ce sera important que des maires socialistes... Quelle différence y a-t-il entre le programme d'Emmanuel Macron et ce que nous avons défendu, nous, sur le corpus idéologique? Il n'y en a pas tellement. Nous allons plus loin, mais pas tellement. Il faut évoluer, on ne reste pas figé. Et puis, évidemment, aux prochaines élections, il faudra faire des coalitions. Enfin, dans une mairie, dans une ville, est-ce qu'il y a vraiment tant que ça des oppositions entre la droite et la gauche ? Si on veut faire du bio dans les cantines, si on veut faire des transports scolaires gratuits. Bon, donc il y a besoin de se rassembler dans des coalitions. Ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, qui aurait pu être tenté d'ailleurs avant. C'est pas une coalition d'ailleurs. Il a voulu faire un grand parti. Il voulait faire l'inverse justement, la coalition. Ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, c'est justement de se dire à partir de la base que je propose à l'élection présidentielle, je ne vais pas regarder d'où viennent ceux qui me soutiennent et je ne vais pas regarder d'où viennent les membres du gouvernement, à condition qu'ils soient d'accord sur le cap à suivre et sur la ligne d'arrivée à franchir. Ça s'appelle une coalition. Ça veut dire que pour les européennes, par exemple, il pourrait y avoir des surprises, des socialistes qui rejoindraient ? Non, je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que la liste de La République En Marche, ouverte à d'autres pour les élections européennes, doit être une liste de large rassemblement sur la base de ce que j'évoquais tout à l'heure. Une dernière question d'actualité par Gérard Leclerc. Oui, c'est la nouvelle polémique autour de Bernard Tapie, puisque son ancien collaborateur, Marc Fratani, fait des révélations. Il dit qu'il y a eu des achats d'arbitres, des matchs truqués, même des équipes adverses qui auraient été droguées. Et il y aura aussi également, dans tout autre ordre d'idée, une rencontre entre les deux tours, entre Tapie et Jean-Marie Le Pen en 1993. Bernard Tapie dément tout ça, il parle de conneries, c'est le mot qu'il a employé. À qui vous faites plutôt confiance, vous, Fratani ou mais non, mais moi j'ai pas à faire confiance à quiconque. Les matchs truqués, on l'a vu, on avait même vu que des enveloppes étaient enterrées dans le jardin d'un des joueurs de l'équipe, OM Valenciennes, je me rappelle très bien. On se rappelle même qu'un de nos amis avait mis 54 minutes pour faire Béthune Paris. Aujourd'hui, avec les radars, c'est absolument impossible. Donc voilà, excusez-moi, tout ça, je me fiche. Mais le personnage Bernard Tapie, je me fiche totalement de cela. Qui imprègne aussi la vie populaire. Bernard Tapie aura donné beaucoup de bonheur aux Marseillais. Et Bernard Tapie aura oxygéné, à la demande de François Mitterrand, la vie politique française. Après, il y a eu des dérives qui sont inacceptables, sur lesquelles je ne veux pas m'exprimer. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre qui a raison. Je ne sais pas si c'est des conneries. En tout ça, c'est pas ça l'essentiel du moment. Vous avez aussi évoqué justement le rôle de Bernard Tapie. Vous avez évoqué les valeurs qui rassemblent. Juste une dernière question quand même, parce qu'il manque un discours que vous avez beaucoup porté avec Manuel Valls à l'époque, sur la laïcité. Pourquoi ça devient tabou ? Pourquoi ce sujet est tabou dans ce quinquennat ? Mais je n'ai pas l'impression que ce sujet est tabou. Il n'y a pas eu de grands discours sur la laïcité. Justement, il n'y en aura pas. Depuis des années, pas que depuis ce quinquennat. L'objectif, il est simple. Il est d'apaiser la société. La société, aujourd'hui, elle est fragmentée. Elle est violente, elle a tendance à être divisée. Donc on ne parle pas des sujets qui fâchent. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler et d'avoir une société apaisée. La laïcité est une valeur cardinale de notre République. La laïcité, elle sert à équilibrer, à rassembler tout le monde. On croit ou on ne croit pas. J'ai le droit de croire ou j'ai le droit de ne pas croire. Mais dans l'espace public,
tout cela ne doit pas apparaître. La réforme de la 1905, ça avait été envisagé, c'est ajourné, vous pensez? Mais pas le moment. Nous sommes dans ce quinquennat, l'avantage qu'il y a, c'est que tous les sujets sont mis sur la table. Et en Conseil des ministres, il y a des débats sur tous les sujets. Et certains sont mis dans le tiroir, telle la laïcité. Mais il y a eu ce débat sur la loi de 1905, il y a des débats sur tous les sujets. Puis en fonction de la délibération collective, eh bien, ça sort. C'est un sujet sur lequel vous avez dit c'est pas le moment. Ça sort après. Nous verrons bien le choix que feront le président et le Premier ministre sur ce sujet. Mais aujourd'hui, la question, elle est simple. Sommes-nous une république laïque? Oui. Est-il besoin d'en rajouter? Non. Aujourd'hui, on a aussi l'impression qu'effectivement, comme vous dites, il y a des débats qui ont été reportés par les Gilets jaunes, qu'on a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'il y a une sorte de crainte par rapport à ce qui s'est passé. Également. Non, je crois pas. D'une façon générale, on a vu une première partie du quinquennat où il y a eu toute une série de réformes ou pas de charge. Et là, depuis quelques mois, on a l'impression que tout est gelé, tout est bloqué. La réforme de l'école, l'obligation d'aller à l'école à 2 ans, mais c'est une réforme fondamentale. L'ascenseur social, l'intégration républicaine qui vient d'être à l'Assemblée. La loi Pacte de Bruno Le Maire qui vient de passer, qui va encore permettre d'aller plus loin en termes économiques. Elle est là. La réforme de l'hôpital dont Agnès Buzyn va se saisir dans les jours qui viennent. C'est une réforme fondamentale. Mais le gouvernement n'arrête pas de réformer. Mais simplement sur un certain nombre de sujets, ceux institutionnels, ceux fiscaux et ceux sociaux en général, mais il va falloir attendre ce que dit le peuple français. Enfin, quand il y a 1 million de personnes qui répondent, quand il y a 6 000 ou 8 000 débats, il va falloir faire le compte-rendu de tout cela. Et puis le président de la République prendra ses responsabilités et dira « Voilà la France que je veux ».